Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un univers qui, je crois, fascine absolument tout le monde, celui des Yakuza. Ah oui, c'est un sujet incroyable, hein. On a tous cette image en tête, hein. C'est presque une icône pop, le gangster japonais, le corps couvert de tatouages, un code d'honneur très strict. Une image très forte, très cinématographique. Exactement. Le mot Yakuza est devenu international, mais au fond, on sait rarement ce qu'il y a derrière. Et c'est justement là que ça devient passionnant. Parce que cette image, c'est un mythe formidablement bien construit, mais qui cache une réalité beaucoup plus complexe et souvent bien moins glamour. Notre idée aujourd'hui, c'est un peu de démonter ce mythe, et pour ça, on a pas mal de matière. Oui, on s'est appuyé sur des articles de fond, des données très précises de la police japonaise. Et surtout, la pièce maîtresse, c'est une interview fleuve, vraiment incroyable, avec un ancien cadre de très très haut rang d'un clan Yakuza. Donc la question est simple. Qui sont-ils vraiment? D'où viennent-ils? Et surtout, qu'est-ce qu'ils deviennent aujourd'hui? Voilà. Alors pour commencer, il faut partir de la base. Le mot Yakuza, ça sonne. Ça sonne puissant, menaçant. C'est ça. Et pourtant, l'origine est presque une blague en fait. Ça vient d'un jeu de cartes, c'est bien ça? L'Oichokabu? Tout à fait. C'est la théorie la plus solide. C'est un jeu qui ressemble un peu au baccarat et le but c'est de s'approcher le plus possible du chiffre 9. Et donc Yakuza, ce serait une main à ce jeu. C'est la pire main possible, la main perdante. La combinaison des cartes 8, 9, 3. En japonais, Yakuza. D'accord. Le total fait 20. Et dans ce jeu, on ne garde que le dernier chiffre, donc 0. Zéro. La main qui vaut rien. Yakuza, littéralement, ça veut dire les bons à rien, les inutiles, les perdants. Attendez, c'est fou. Leur nom, leur identité même, c'est de l'autodérision. Pour une organisation qui mise tout sur l'image et la fierté, c'est un paradoxe énorme, non? C'est un paradoxe fondamental qui dit tout de leur état d'esprit originel. En prenant ce nom, ces marginaux disaient à la société « Ah, vous nous voyez comme des déchets, comme des perdants? Parfait, on l'assume et on en fait notre drapeau. » C'est une posture de défi, en fait. C'est exactement ça. Ils ne se voient pas comme de simples criminels, mais comme une contre-société, avec ses propres règles. Et cette position en marge, elle n'a pas toujours été que criminelle. Les sources montrent que leurs racines sont très, très ambiguës. On remonte bien avant le crime organisé moderne. Oui, on peut identifier deux grands ancêtres. D'abord, au XVIIe siècle, les kabukimono. C'est-à-dire, Imaginez des samouraïs qui se retrouvent sans travail après les grandes guerres, des rebelles, un peu excentriques, violents, qui terrorisent les villes. d'accord, des samouraïs devenus des voyous, en gros. Voilà. Et en réaction à ça, on voit apparaître les machiyako, les serviteurs des villes. Eux, au contraire, se posent en protecteurs du peuple contre ces kabukimono. Ah, donc il y a déjà cette dualité, le mauvais et le bon voyou. C'est de là que tout part. De cette dualité vont naître les deux grandes branches historiques des yakuzas. D'un côté, les bakuto, les pros des jeux d'argent illégal, Et de l'autre, les tekiya, les marchands ambulants qui contrôlaient les marchés, les festivals. les rois du jeu et les rois des marchés, si on simplifie. C'est une bonne image. Et ces groupes, ils remplissaient une fonction. Ils mettaient de l'ordre là où l'État n'était pas. Et c'est ça qui a forgé ce concept du yakuza comme itsuyo aku, un mal nécessaire. Un mal nécessaire, on les tolérait parce qu'ils géraient la pègre à leur façon. C'est ça. Le plus grand clan du Japon, le Yamaguchi-gumi, a commencé comme ça, comme un syndicat de dockers à Kobe. Il donnait du travail, il protégeait les ouvriers. Et cette image du mal nécessaire, du criminel au grand cœur, elle a été... Complètement magnifiée par le cinéma. C'est sans doute la raison principale de leur popularité à l'étranger. On pense aux films des années 60, l'âge d'or des films de Ninkyo, les films chevaleresques. Absolument. Le Yakuza, joué par des stars immenses comme Takakura Ken, c'est un héros tragique. Un homme d'honneur qui défend les petites gens contre des capitalistes corrompus. Ce qui est dingue, c'est que les Yakuza, eux-mêmes, ont fini par croire à cette image, non? Le cinéma a imité les Yakuza, et les Yakuza ont imité le cinéma. Il y a eu une fusion totale. Des jeunes s'engageaient parce qu'ils voulaient ressembler à ces héros. Mais ça n'a pas duré. Arrivent les années 70. Et là, c'est la révolution. Les films Jitsuroku, les films réalistes. Comme Combat sans code d'honneur. Un choc à l'époque. Un électrochoc, oui. Fini l'honneur, le code, la loyauté. Ces films, basés sur des faits réels, montrent un monde de trahison, de violence crue, de paranoïa. Le Yakuza n'est plus un samouraï, c'est un gangster brutal. Exactement. Et les films plus récents, comme la saga Outrage de Takeshi Kitano, ont poussé ça à l'extrême.
C'est un monde de violence pure, cynique, sans une once de romantisme. C'est fascinant. Le cinéma a déconstruit le mythe qu'il avait lui-même créé. Oui, et pourtant ce mythe, il survit dans des endroits assez inattendus. Les sources mentionnent par exemple les mangas Boys Love. Ah oui, hein. Le monde yakuza est un décor très populaire dans les romans centres-hommes. Et paradoxalement, des spécialistes disent que la représentation de la hiérarchie et des codes y est parfois très réaliste. Le mythe du yakuza viril et protecteur à la vie dure. Bon, on a parlé du mythe. Mais la réalité des chiffres, d'après la police, est beaucoup moins glorieuse. Ah non, c'est clair. Les statistiques sont sans appel. On est passé d'un pic à plus de 180 000 membres dans les années 60 180 000. à environ 24 000 aujourd'hui. C'est une chute vertigineuse. Et dans ces 24 000, il y a une distinction à faire, c'est ça? Oui, c'est important. Vous avez les Kosein, les membres officiels, un peu plus de 11 000, et les Jun Kosein, les associés. Mais les grands clans sont toujours là. Le Yamaguchi-gumi reste numéro 1, même s'il est divisé, puis le Sumiyoshi-kai et l'Inagawa-kai à Tokyo. Géographiquement d'ailleurs, Tokyo a le plus de membres. Mais il y a des régions qui ont une réputation particulière. Oui, Fukuoka, dans le sud. C'est là qu'on trouve le Kudokai, le seul clan désigné comme organisation dangereuse spécifique par la police. C'est le niveau d'alerte maximum. Ce qui nous amène à la question comment ça fonctionne de l'intérieur. Le cœur du système, c'est cette structure Oyabun-Kobun. C'est la clé de tout. Littéralement, ça veut dire rôle de père, Oyabun, et rôle d'enfant, Kobun. C'est plus qu'une hiérarchie de travail alors? Bien plus, c'est une imitation de la famille, mais en beaucoup plus intense. Le Yabun, le chef, est un père. Ses subordonnés, les Kobun, lui jurent une loyauté absolue. Ce n'est pas un organigramme, c'est un pacte de sang. La trahison, c'est un parricide symbolique. Exactement. La loyauté est filiale, pas contractuelle. Et c'est pour ça que quand ça explose, c'est si dévastateur. Comme la scission du Yamauchi-gumi en 2015 dont parle l'ex-cadre. Oui, il explique ça très bien. Il dit que ce n'était pas une guerre de gang classique. C'était une guerre civile. Des hommes qui la veille buvaient ensemble, s'appelaient frères, sont devenus des ennemis mortels du jour au lendemain. Et il raconte ce truc incroyable. Certains groupes refusent de s'attaquer parce que les chefs, en privé, sont toujours amis. L'organisation s'est cassée, mais les liens humains persistent. Ça paralyse tout. Ce n'est pas un jeu vidéo où l'équipe rouge tire sur l'équipe bleue. Cette violence va très loin. Il raconte que les cadres reçoivent des gilets pare-balles, des voitures blindées. Et il parle avec un calme déconcertant d'une attaque à la grenade, sur sa propre maison. Une attaque à la grenade, carrément? On est à des années-lumière du mythe du duel au sabre. Mais comment un chef peut ordonner ça aujourd'hui, avec les lois de responsabilité collective? C'est un des points les plus forts de l'interview. Le dilemme du tueur à gages moderne. Aujourd'hui, un chef est tenu responsable des crimes de ses hommes. Donc il ne peut plus donner d'ordre direct. Jamais. C'est fini. Ça a créé une culture du non-dit, de l'implicite. Le chef ne dira jamais « va tuer cet homme ». Il va laisser entendre que la présence de telle personne est gênante. Et c'est aux subordonnés de lire l'air, de comprendre ce qu'on attend de lui. La survie du clan repose là-dessus. C'est un jeu psychologique très tendu. Et si un membre passe à l'acte, il y a une compensation. L'interview donne un chiffre, environ 1 million de yens par année de prison. C'est ça, un peu moins de 7 000 €. C'est le salaire pour le temps passé en prison pour la famille. Mais pour un meurtre, ils appellent ça un billet aller simple? Un katamichi kipu. Le type sait qu'il part pour 20 ou 30 ans. Et l'ex-cadre le dit très bien, le gars qui part en prison aujourd'hui doit se demander si son clan existera encore dans 20 ans pour s'occuper de sa famille. C'est un pari sur l'avenir. Un avenir qui semble de plus en plus sombre. Toutes les sources le disent, ce monde est en déclin. C'est le résultat d'une pression légale et sociale énorme. Le tournant, c'est la loi anti-Buryokudan de 1992 qui a été renforcée partout au Japon. Et l'objectif, ce n'est pas de les mettre tous en prison. C'est ça. Non, c'est de les asphyxier, économiquement et socialement. Concrètement, un membre ne peut plus ouvrir de compte en banque, louer un appartement, avoir une carte de crédit. C'est une mort sociale, en fait. Complètement. Parfois, ils ne peuvent même pas inscrire leurs enfants dans certaines écoles. En plus, il y a les sanctions internationales, les États-Unis ont gelé leurs avoirs, ils sont exclus de la société japonaise et du système financier mondial. Du coup, les activités traditionnelles, l'extorsion visible, tout ça, c'est devenu trop risqué. Trop risqué, oui. Alors, ils se sont adaptés. C'est l'émergence du yakuza économique. Comment ils font pour gagner de l'argent alors? Ils sont allés vers des crimes plus sophistiqués.
moins visibles. L'intervention dans les faillites d'entreprises, l'utilisation de sociétés écrans. Et ils utilisent des collaborateurs non membres, c'est ça? Des hommes d'affaires, des avocats. Exactement, les Kiyoseicha. Et ils se sont lancés massivement dans la fraude à grande échelle. Fraude aux assurances, aux aides sociales. Donc ils sont passés de l'extorsion dans la rue à la fraude en col blanc cachée derrière un écran. C'est exactement ça. Et c'est là le drame existentiel du yakuza moderne. L'ex-cadre le dit avec beaucoup d'amertume. Il dit qu'il s'est engagé pour l'image chevaleresque, pour l'honneur, et que tout ça a disparu. Il le dit très crûment. Ce n'est plus une question d'honneur, c'est uniquement une question de profit. C'est dur. C'est la fin du mythe. En se tournant vers la fraude pour survivre, ils ont perdu ce qui les distinguait. Ils sont devenus ce que la police a toujours dit qu'ils étaient, de simples boryokudan, des groupes violents, des criminels vulgaires. Ils sont devenus leur propre caricature. Alors pour la suite, le tableau est assez sombre. Les membres vieillissent, plus de 50 ans de moyenne d'âge. Le recrutement est quasi impossible. Quel jeune aujourd'hui voudrait s'engager dans une voie sans argent, sans gloire et sans avenir? Le yakuza traditionnel est en voie de disparition. Ce qui soulève une dernière question, une question cruciale. Pendant que cette structure s'affaiblit, est-ce que le vide qu'il laisse est en train d'être comblé? Les sources parlent de nouvelles formes de criminalité, beaucoup moins structurées. On parle de jeunes boryokudan, des quasi-gangsters, ou plus récemment de groupes tokuryu, anonymes et fluides. Des groupes sans code, sans histoire, sans visage, qui se forment sur les réseaux sociaux pour un coup, puis se dissolvent. La question qui reste, c'est donc, le crime organisé japonais est-il en train de disparaître ou de se transformer? Est-il en train de devenir moins visible, moins romantique, mais peut-être beaucoup plus imprévisible et, au final, infiniment plus dangereux? C'est une bonne question pour finir.